So, mesdames et messieurs, si on pouvait prendre... si vous pourriez prendre... Alors, je suggère que vous preniez vos places, s'il vous plaît, de manière à ce qu'on puisse commencer. Merci beaucoup. Donc, dans cette conférence qui est dédiée au marché unique européen, nous allons maintenant nous pencher sur sa dimension externe, les marchés uniques comme levier géopolitique de l'Union européenne. Le point de départ, les discours de Jacques Delors, puisqu'on est l'Institut Jacques Delors, 1989, on ne tombe pas amoureux d'un grand marché, mais la deuxième partie de la phrase, on ne désarme pas devant la montée du désordre dans le monde. Donc, c'est ces deux bouts que nous allons, à ces deux bouts que nous allons répondre ce matin. Pour cela faire, nous avons trois intervenants d'énorme qualité dans l'ordre alphabétique. Benoît Cœuré, président de l'Autorité française de la concurrence, Nicole Nessotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Gilles Gressani, directeur, fondateur du Grand Continent. Alors, je commence avec Nicole Nessotto. Peut-on construire de la résilience géopolitique sans intégrer sa dimension de sécurité et de défense? Je croyais qu'on commençait par l'ordre alphabétique, mais... On commence par là où la conférence commence. Bon. Merci. OK. Oui, alors, il y a quelques années, moi qui m'occupe surtout des questions de défense et de géopolitique, on ne m'aurait jamais demandé d'intervenir sur le marché unique. Puisque je le fais aujourd'hui, c'est que vraiment le monde a changé et que le marché unique doit changer. Et donc, je vais faire une espèce de plaidoyer pour un must. Je propose le nouveau sigle, le must du must, l'année prochaine et dans les 5 ans qui viennent. Le must de l'Union européenne, c'est de construire le must, le marché unique stratégique. Et je voudrais commencer, comme tout le monde, par citer Delors, qui a fait en 2005 un discours, je n'ai pas retrouvé ma page, si, à Prague, non, pardon, à Parme, pardon, mes amis italiens, et où il explique comment, avec le temps, il a été obligé d'abandonner ses convictions fédéralistes de jeune homme pour s'ajuster à l'histoire. Et il dit, en 2005, il pourrait le dire aujourd'hui en 2020, presque 24, l'histoire nous a bousculés, et je vous le dis pour demain aussi. Vous qui êtes passionnément pro-européens, vous aurez comme nous le choix dramatique à faire entre maintenir votre conception du modèle européen ou répondre aux défis de l'histoire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas répondre aux défis de l'histoire en maintenant ces vieilles conceptions et que l'adaptation du marché unique suppose une certaine infidélité aux règles du marché unique, et c'est ce que je vais essayer de montrer maintenant. Premier point sur la défense, puisque tout le monde m'attend sur la défense, je vais faire vite pour évacuer le sujet. Il y a un paradoxe évidemment entre le marché qui est le summum de l'intégration et la défense qui est le summum de la souveraineté et du contrôle national. Il y a une vraie contradiction. Et donc, moi, je suis très admirative de ce que fait Thierry Breton. Je me dis, il mérite plus que la médaille Charlemagne pour avoir dévoué autant de temps et d'énergie à un sujet que je considère comme le plus difficile. Par exemple, je ne crois pas qu'il faille mimer les mécanismes européens américains s'agissant du marché de défense, puisque nous ne sommes pas un État fédéral. Deuxièmement, je trouve que l'expression marché unique de défense n'a aucun sens. En matière de défense, je rappelle, il n'y a pas 400 millions de consommateurs, il y a 27 consommateurs, 27 États. Et donc, c'est quelque chose de profondément différent. Et donc, je n'ai pas le temps d'élaborer, mais moi, je suis très admirative et très sceptique en même temps sur tous les papiers qui sortent tous les jours sur l'organisation du marché unique de défense. Ça n'ira nulle part.
Et donc, la seule chose qui me fait peur en même temps, c'est que sur cette question de la défense, on ressuscite une compétition entre la Commission et le Conseil. Ça, ce serait la pire des choses, que l'objectif du marché unique de défense soit de nouveau la concurrence entre Commission et Conseil. Je vois que sur certains sujets, ça va venir. Moi, je propose qu'on crée un Conseil du must, un Conseil du marché unique stratégique, c'est-à-dire qu'on ait une réunion régulière ensemble entre les ministres de l'économie et des finances et les ministres des Affaires étrangères, non pas les ministres de la Défense, mais les ministres des Affaires étrangères, de façon à concilier les deux visions du monde, une vision économique, une vision géopolitique. Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, la géopolitique, comme tout le monde le sait, c'est un billard à plusieurs bandes. Il faut calculer les coûts de la boule de billard et les rebonds au moins 4 à l'avance. Et on joue dans un jeu où il y a où la règle, c'est de pratiquement plus avoir de règles. Aujourd'hui, le monde tel qu'il est, c'est le retour brut du rapport de force et la mise entre parenthèses du droit international. Je ne dis pas qu'il faut, sur le marché unique, revenir à des rapports de force et mettre entre parenthèses le droit commercial, ni le droit de la concurrence. Mais enfin, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas être un marché totalement régulé dans un monde qui est de plus en plus dérégulé et soumis aux rapports de force. Et je dis ça pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut, à côté des 4 L, des 4 libertés du marché unique, il faut penser les 4 I de la géopolitique mondiale, qui sont l'imprévisibilité, l'incertitude, l'instabilité et l'ingérabilité. Alors comment on fait ? Moi, j'ai quelques propositions pour conjuguer ces contraires. Premièrement, il faut changer les critères du marché. Jusqu'à maintenant, il me semble que le critère du marché unique, c'était le moins cher. On essayait de produire avec cette fameuse chaîne de valeur le moins cher et on se retrouve à faire du paracétamol en Chine. Je crois qu'aujourd'hui, il faut le moins cher et le plus sûr. Eh bien, le moins cher et le plus sûr, ce n'est pas forcément le moins cher. Il faut donc changer les règles. Une deuxième règle du marché, c'était la taille. Plus on est grand, plus on crée de la croissance. Et donc, la Commission et tous les fonctionnaires européens ont toujours été en faveur de l'élargissement parce que ça agrandit la taille du marché. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, l'élargissement, qui certes va agrandir la taille du marché, va pour autant accroître la prospérité du marché unique. Je n'y crois pas. Troisième exemple, non, je n'ai pas le temps de faire troisième exemple. Ça, c'était le premier point, changer les critères. Deuxièmement, mettre de la flexibilité dans les partenariats. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les partenariats ne sont pas fiables, en particulier le marché américain. Le partenariat américain est le plus instable et le plus traître qui soit vis-à-vis des industries européennes. Il faut quand même dire les choses. L'IRA est une trahison pour le Conseil de haute technologie qu'on venait de créer entre Biden et l'Union européenne. Et donc, il faut mettre de la flexibilité dans les partenariats avec des causes de révision plus souples, des causes de suspension, des causes d'exclusivité, pourquoi pas, surtout pas, pardon, et des causes de réciprocité. Voilà, si on me tire dessus, je tire dessus. Je crois qu'il faut complètement changer cette philosophie extérieure. Et troisièmement, je crois qu'il faut avoir recours pour l'avenir du marché unique à une anticipation stratégique musclée. Je disais tout à l'heure qu'il fallait un conseil du must entre les différents ministres. Je pense qu'il faut revoir complètement les structures de planification, de policy planning stable à l'Union européenne. Tout cela est complètement, pardonnez-moi, à côté de la plaque. Il faut une seule structure de planification stratégique qui soit valable pour le Parlement, pour la Commission et le Conseil, et une seule. Ça fait très longtemps, d'ailleurs, dans un rapport que Pascal Lamy avait fait sur la Commission il y a quelques années, on avait déjà fait cette proposition qui, bien évidemment, est partie dans les sables bruxellois. Troisième et dernier point, je vous laisse toutes les règles de la concurrence, parce que là aussi, il faut changer les règles de la concurrence, bien évidemment. Mais je voudrais, troisième point, sur les partenariats, anticiper avec cette nouvelle structure d'anticipation stratégique. Et je voudrais donner quand même 2 exemples qui montrent à quel point l'Union n'a pas encore fait sa révolution géopolitique. Premièrement, sur l'Ukraine, on veut se débarrasser à juste titre de la dépendance à l'égard du pétrole et du gaz russe. Qu'est-ce qu'on fait ? On crée une dépendance à l'égard du pétrole de l'Azerbaïdjan. Conséquence, on se libère d'une dépendance sur l'Ukraine, on se crée
incompétence, voire une impuissance sur l'Arménie. Qu'est-ce qu'on va faire si demain, l'Azerbaïdjan envahit l'Arménie ou attaque l'Arménie? On n'a pas pensé une seconde le coup d'après. Ça me paraît incroyable. Deuxième exemple, l'accord de libre-échange avec Israël. Alors, je suis désolé, là, je vais dire des choses qui sont extrêmement d'actualité, mais il faudrait peut-être anticiper le fait que bientôt, il faudra peut-être condamner la colonisation et donc sortir de l'accord de libre-échange certains produits agricoles qui viennent des colonies et des territoires occupés par Israël. Est-ce que quelqu'un peut anticiper cela? Il me semble que c'est une des évolutions qu'il faudrait apporter à notre accord de libre-échange sur Israël. Je termine avec une question. Quelle serait la bonne stratégie pour avoir un must? On voit que dans le reste du monde, les autres puissances ont des stratégies d'adaptation à la géopolitique. Les Américains et les Chinois ont la même stratégie qui est le decoupling. On se retire pratiquement du marché mondial, on crée du protectionnisme sur les domaines où on ne veut pas justement que la géopolitique intervienne. Donc les Américains viennent de le faire sur les hautes technologies vertes avec leur IRA, qui est contre la Chine, mais qui attaque de facto, de façon indirecte, les industries européennes. Donc ça, c'est la première stratégie, le decoupling. On maintient donc la mondialisation sur, je sais pas moi, les boîtes de conserve, mais on découple sur des zones stratégiques, sur l'IA notamment. La deuxième stratégie, c'est ce que fait l'Union européenne, c'est le de-risking. On garde la même politique, le marché intérieur, ça fonctionne les mêmes règles, pareil, mais on essaye de prévenir les risques. On fait du de-risking, on se protège plus, on fait quelques aménagements aux règles, mais surtout on ne change pas les règles. Je crois que l'Europe ne peut pas se permettre le decoupling parce qu'on n'est pas assez fort sur certains domaines, sur aucun domaine. Et je pense que le de-risking est totalement insuffisant pour prendre en compte les dimensions géopolitiques sur le marché. Et donc, je ne sais pas quelle est la bonne solution, c'est entre les deux. Moi, j'ai simplement essayé, pour faire un jeu de mots, de dire de restructuring le marché unique, repenser le marché unique avec des critères différents de ceux que l'on avait autrefois. Parce que si on regarde, et je termine vraiment là-dessus, il y a deux... si on veut vraiment construire un marché unique stratégique, il y a deux extrêmes, deux images extrêmes qui doivent nous guider parce que la vérité est entre les deux. Il y a l'extrême du pire qui est l'économie de guerre. Là, on a un vrai marché unique stratégique, c'est-à-dire la production dépend de la défense, de la sécurité. Une économie de guerre. Évidemment, personne ne souhaite aller vers une économie de guerre. Et puis, il y a l'extrême du meilleur. Qu'est-ce que serait un vrai must stratégie qui condense sécurité et prospérité? Eh bien, c'est un État fédéral européen. Alors, l'État fédéral européen est impossible, improbable. L'économie de guerre, ce n'est pas totalement impossible, mais ce n'est pas souhaitable. Et donc, c'est entre les deux qu'il faut se situer. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup d'entrées avec cette idée du must. Merci, Benoît. Cette idée de règles internes et donc capacité de les projeter pour mettre un peu plus d'ordre en international. Oui, merci Arantxa et merci à Enrico Letta d'organiser et à l'Institut Jacques Delors d'organiser cette conférence et surtout merci et surtout bon courage à Enrico pour son rapport qui est en combinaison avec celui que prépare Mario Draghi est vraiment là pour indiquer une direction à cette Europe élargie qui s'annonce. L'élargissement, c'est un impératif géostratégique. La manière dont on élargit, ça a été l'objet du rapport franco-allemand qui a été mentionné par Laurence Boone, qui est très important. Mais il faut aussi se demander pourquoi, qu'est-ce qu'on va en faire, où est-ce qu'on veut aller dans cette Europe élargie. Et je crois que c'est la combinaison de ces deux rapports, en tout cas dans le domaine économique, sera une direction essentielle. Alors, bon, d'abord, je crois qu'il faut quand même commencer par être positif. Parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'interrogations, parfois un peu de découragement qui se dégage de cette conférence. Donc je crois qu'on a le devoir de l'optimisme et d'abord reconnaître les progrès qui ont été faits sous cette mandature par la Commission, par le Parlement et même par les États membres qui sont un peu critiqués à cette tribune parfois.
pour renforcer le marché unique et surtout le rendre plus équitable, aussi bien à l'intérieur du marché unique que dans les relations avec les autres grandes zones. Et là, je pense en particulier au secteur du numérique, qui est au cœur de ce que je fais actuellement, où on a, avec la combinaison du règlement sur les marchés numériques, du règlement sur les services numériques, du règlement sur l'intelligence artificielle qui vient d'être décidé, du règlement sur les données qui est également qui n'est pas tout à fait décidé, mais qui est également très important. On a une combinaison de textes qui permet d'assurer l'équité dans le marché intérieur, qui permet d'assurer les conditions d'une innovation, parce que c'est une équité qui est compatible avec la concurrence et qui va permettre de faire rentrer de nouveaux acteurs. Et on a des textes qui permettent d'assurer la diversité des choix pour le consommateur, et s'agissant des données notamment, de rendre du pouvoir aux consommateurs. Et ça a été dit par Didier Reynders tout à l'heure. Ça, je crois que c'est extraordinairement important. Et maintenant, évidemment, le diable est dans les détails et dans la mise en œuvre. Et c'est complété, et là j'aborde maintenant la dimension internationale, par un texte qui, sur son principe, me paraît essentiel. Alors, sur la réalité, j'ai beaucoup d'interrogations, mais sur la théorie me paraît très bonne. La réalité, je ne sais pas encore, qui est le texte sur les subventions étrangères, qui vise d'une certaine manière à combler un trou conceptuel qui était l'égalité de traitement des entreprises étrangères qui reçoivent des aides d'État. Puisqu'on avait un régime des aides d'État, mais qu'on n'appliquait pas aux entreprises chinoises, américaines, qui opéraient sur le marché intérieur. Donc là, il y avait un déséquilibre et un manque d'équité fondamental. Et ça a d'ailleurs beaucoup, de mon point de vue, desservi la politique de concurrence, parce que les Européens, notamment les politiques européens, ont projeté sur la politique de la concurrence des exigences à laquelle la politique de concurrence ne pouvait pas répondre, qui étaient celles finalement d'assurer une égalité de traitement avec des entreprises non européennes, qui fondamentalement relèvent de la politique commerciale. Et vu l'état dans lequel est le cadre multilatéral commercial, il ne faut pas trop en attendre non plus en ce moment. Et donc le règlement sur la subvention étrangère est là pour combler ce vide conceptuel et permet d'une certaine manière de protéger la politique de concurrence en évitant qu'elle soit exposée à ces demandes un peu contradictoires. Alors le problème, c'est qu'il s'agit d'aller éplucher les comptes d'entreprises américaines ou chinoises pour voir comment elles sont financées. Il n'y a aucune obligation pour ces pays de coopérer avec nous et il n'y a aucun moyen pour la Commission européenne pour le faire. C'est pour ça que je dis que la théorie est excellente, la pratique, on va voir. Et c'est un thème, je crois, important, ça a été dit d'ailleurs un peu par Nicole Liesotto dans le secteur de la défense. C'est bien d'avoir des grands objectifs, ensuite il faut passer à l'action et il faut avoir les moyens de planifier, de s'organiser et de mettre en œuvre. Et dans ce domaine-là, on ne s'est pas encore donné ces moyens. Donc là, il y a quand même une question. Et puis tout ceci est complété, et là encore je suis dans le positif, par des efforts considérables en matière de politique industrielle, à la fois à travers Next Generation EU et à travers le relâchement du cadre des aides d'État. Donc avant de venir ici, j'ai demandé à mon ami Olivier Garçon le dernier chiffre sur les aides d'État accordées dans le cadre du cadre temporaire, depuis le début de la crise énergétique. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, 752 milliards d'euros d'autorisation d'aide d'État accordée par les commissions. 752 milliards d'euros. C'est beaucoup plus que l'IRA. C'est beaucoup plus que l'IRA et sur une période beaucoup plus courte. Donc ça, c'est admirable et ça a permis de répondre à la situation créée par la crise énergétique, par la guerre en Ukraine et surtout, me semble-t-il, de créer un choc de confiance pour l'industrie européenne qui est essentiel pour montrer que c'est possible de réindustrialiser. C'est ce choc de confiance qui manquait. Alors, bon, maintenant, je vais arrêter peut-être dans l'optimisme BA et je vais quand même poser quelques questions un peu plus dérangeantes. 752 milliards d'euros d'aide d'État autorisés par la Commission, est-ce que vous savez combien ont été effectivement dépensés ? 19%. 19% de ce chiffre. Donc moins d'un cinquième a été effectivement dépensé. Donc ça montre que c'est bien d'avoir un accord politique et des bonnes intentions, mais c'est encore mieux de le faire dans la réalité. Et ça renvoie aux questions de planification, d'organisation, de coordination sur le terrain, où on a de grands progrès à faire. Et puis l'autre chiffre qui est bien connu dans le débat politique européen, c'est la répartition par pays. Et là, c'est 80% de ces aides qui vont en France et en Allemagne. Alors ça, c'est, je pense, très dérangeant parce que ça veut dire que la manière dont la politique industrielle a été relancée en Europe jusqu'à présent,
Et là encore, je ne critique pas ce qui a été fait au cours des 2 dernières années, qui répond à une situation d'urgence, et je crois que les moyens ont été adaptés à l'urgence. Mais la manière dont on le fait est admirable d'une certaine manière, mais n'est aussi pas soutenable. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas soutenable ? Parce qu'elle fait reposer la responsabilité du financement de cette politique industrielle sur les États membres. Ça crée une double tension. Ça crée une tension pour le marché unique. Le chiffre de 80% en France et en Allemagne montre d'évidence qu'il y a un risque de déséquilibre, voire de fragmentation dans le marché unique si on continue dans cette voie. Et ça crée une tension sur les finances publiques, puisque tout ceci est financé par les finances publiques des États membres. L'expérience de l'Union européenne et particulièrement de la zone euro au cours des 10 dernières années montre que les débats, les conflits autour des finances publiques sont les pires. Ils sont toxiques pour le fonctionnement politique de l'Union, ils sont toxiques pour le fonctionnement de la zone euro plus particulièrement, et ils créent de l'instabilité qui se répand dans tout le système, et notamment de l'instabilité monétaire. C'est ce qu'on a connu avec la crise de la zone euro en 2012. Donc essayons d'éviter que ces débats qu'on veut positifs, constructifs pour l'avenir sur la politique industrielle deviennent des querelles autour des finances publiques des États membres, parce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de solution, et on est sûr que ça empoisonnera le climat politique, et qu'on va détruire du capital politique qui serait mieux utilement employé à construire l'avenir. Voilà. Alors quelle est la solution à ça ? Je pense qu'elle tient en 2 mots. Il faut du financement européen et il faut de l'intégration. Il faut du financement européen, donc il faut absolument des instruments de financement européens qui permettent de financer une partie de cette politique industrielle. Je vois bien que c'est extraordinairement difficile, encore plus après la décision du tribunal constitutionnel allemand. C'est difficile partout dans tous les États membres, mais c'est la seule solution pour remettre en adéquation le financement de la politique industrielle avec son objectif, qui est un objectif de renforcement du marché unique. Donc je le dis pour Enrico et pour Mario Draghi, qui est quelque part aussi dans cette discussion, je pense qu'il va falloir investir beaucoup d'inventivité politique pour trouver une manière de faire accepter par les États membres que la soutenabilité du renforcement du marché unique et de la politique industrielle passe par la création d'instruments européens de financement auxquels aujourd'hui ils ne sont pas prêts. Donc ça, c'est un vrai défi. Et le deuxième mot, c'est l'intégration. Pourquoi ? Pour que la dimension du marché soit la dimension européenne. Alors on accuse souvent la politique de la concurrence d'être un obstacle au renforcement de la politique industrielle européenne. Je crois que c'est une erreur fondamentale de compréhension que de penser qu'en changeant les règles de définition des marchés appliquées par les autorités de concurrence, on va changer la réalité du marché. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Il faut changer la réalité du marché, et à ce moment-là, les règles de concurrence s'adapteront naturellement. Mais on ne peut pas demander aux autorités de concurrence de traiter comme un marché européen ou mondial des marchés qui sont fondamentalement nationaux parce que la réglementation est nationale. Je pense au marché des télécoms, je pense au marché de l'énergie dans une large mesure et un certain nombre d'autres marchés. Je pense au marché audiovisuel encore plus, sur lesquels j'ai une expérience concrète et récente. Ces marchés sont aujourd'hui nationaux parce qu'ils fonctionnent de manière nationale. Donc ayons des initiatives réglementaires et politiques pour intégrer ces marchés au niveau européen, et la politique de la concurrence devra suivre, et elle suivra, en adoptant des définitions de marché qui seront des définitions de marché européennes, ou même si possible mondiales, quand c'est justifié. Mais penser qu'en changeant les règles de concurrence, on va changer la réalité du marché, c'est une pensée magique qui ne me semble pas très fructueuse, et je pense que je peux m'arrêter là. Merci beaucoup, Benoît. Donc, nous avons un marché unique et stratégique, MAST. Maintenant, nous avons un marché unique déséquilibré, MAD. Et maintenant, Gilles, peut-on imaginer les marchés uniques comme levier géopolitique ? C'est quoi, à quelles conditions ? Effectivement, je commencerai évidemment à remercier Enrico et l'Institut Jacques Delors d'organiser cette occasion et de m'inviter. Je commencerai un peu par le même type d'étonnement qui est celui que Nicole Lexotto a exprimé. Effectivement, il faut réfléchir, il faut problématiser cela. Aujourd'hui, on invite autour de la table pour essayer de poser la question géopolitique du marché unique. Et je ne dirais pas que c'était quelque chose qui n'était pas présent dans la conception même du marché unique. Tu as très eu raison de rappeler ces citations-là, mais c'était un peu de l'ordre du refoulé. Effectivement, on n'avait pas pris en compte, on ne mesurait pas jusqu'à quel point, en réalité, c'était un volet géoéconomique ou géopolitique, et pas simplement purement économique.
Et on peut effectivement observer qu'il y a aujourd'hui cette forme de dérive de l'économique au géopolitique. Et à partir de là, essayer de comprendre qu'est-ce que cela peut nous donner et nous apporter pour essayer de penser le futur d'une manière pas trop négative. Donc là aussi, j'essaye de marcher sur une ligne de crête qui est celle de partir d'une analyse qui est plutôt pessimiste, mais en donnant aussi des points d'horizon. Le principal, et je trouve le plus important, c'est essayer de comprendre à quel moment on se situe d'un point de vue purement de calendrier. On est à 6 mois avant une élection européenne. En réalité, on est à 11 mois avant l'élection américaine. Et je pense qu'on ne peut pas commencer cette séquence sans se rendre compte du danger, du risque existentiel que court la démocratie européenne. Si on se trouvait confronté au cas de fait qui probablement va se réaliser, où en réalité des millions d'électeurs se mobiliseront pour élire leur Parlement au mois de juin, et qu'en réalité quelques dizaines de milliers d'électeurs de Michigan décideront des grandes orientations stratégiques pour ce quelques millions d'électeurs. Et là, il y a un problème qui est posé à notre démocratie, à notre système démocratique, qui au fond peut prendre la forme, l'expression de cette vieille idée qui est celle de désormais vieille idée d'autonomie stratégique, mais qui, je pense, sera là confrontée à quelque chose de très visible. Au fond, ce sera difficile de faire croire à des citoyens que le système politique tient et est encore pertinent, pour reprendre la formule que Pascal Lamy avait utilisée dans l'entretien qu'il avait donné à la revue, sans prendre en compte, en réalité, effectivement, cette espèce de contradiction qui risque vraiment d'exploser entre nos mains. Donc, que faire face à cela ? Je pense qu'il faut effectivement commencer par, avant même de penser une autonomie stratégique, avoir une forme d'analyse stratégique, essayer de nous situer sur la carte aujourd'hui, sur la carte et dans l'histoire aujourd'hui. Au fond, effectivement, du traité de Rome jusqu'à l'acte unique, on voit bien qu'il y a une forme de représentation très profonde dans la constitution du marché commun, du marché unique, qui est fondée sur, d'un côté, l'idée qu'il y a une articulation indissoluble entre liberté et abondance, et que donc la croissance, l'accroissement, l'expansion, c'est tous des mots qu'on retrouve dans le traité de Rome et que dans les différents textes, les différentes nuances par la suite se trouvent répercutées, produisent d'une manière systématique et mécanique en réalité plus de liberté. Et on voit bien que cette articulation-là aujourd'hui est disons au moins contestée et très probablement en réalité profondément mise à mal. À côté de cela, en fait, on retrouve une représentation du monde que moi je dirais, elle est fondée au fond sur un triptyque, sur 3 points. Il y a d'un côté des consommateurs. Ces consommateurs sont reliés entre eux par des flux. Et pour que ces flux puissent fonctionner et relier ces consommateurs, on a besoin d'un monde de plus en plus horizontal. Et au fond, on voit bien que cette représentation-là, un triptyque, c'est précisément ce qui a explosé, a éclaté d'une manière de plus en plus évidente depuis la crise Covid, en réalité, depuis l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie de Poutine. En fait, on voit jusqu'à quel point ces 3 points sont presque tous portés à leur symétrique. Là où on avait des consommateurs, on a aujourd'hui des citoyens qui demandent à être armés et qui posent même la question d'une forme de nationalisme, de patriotisme qui se retrouve aujourd'hui au cœur du mainstream, en fait, d'une manière assez inquiétante parfois. De l'autre côté, là où on avait des flux, on se retrouve face au problème des pénuries, donc du problème du stockage, avec aussi cette question très nouvelle d'une géopolitique forte des chaînes de valeur. Et enfin, là où le monde était horizontal, où on pensait qu'il pouvait être horizontal, on se trouve avec un monde qui est cassé. Et si on voulait prendre un moment face à nouveau à ce descriptif qui ne peut être qu'inquiétant, en fait, de légèreté, c'est quand on se promène en réalité dans l'architecture de la Commission européenne, du Parlement européen, on retrouve en réalité cette forme de représentation, la moquette bleue, les meubles un peu fonctionnels. Enfin, on voit bien jusqu'à quel point en fait c'est quelque chose qui s'est retrouvé non pas simplement, c'était pas simplement un accident de l'histoire, c'était vraiment la structure même de cette forme politique qui se déployait. Donc il s'agit aujourd'hui effectivement de revenir sur cette construction, et c'est un exercice particulièrement difficile si on le fait en pensant de réutiliser le même type de mode de pensée, de fonctionnement, qui consiste au fond à dire que c'est en gardant de côté, en éloignant en réalité la population et la politique, qu'on va arriver effectivement à relancer un nouveau cycle. Et pour ça, une fois qu'on a un peu essayé de nous situer dans le temps, où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui, donc avec ce point de bascule fondamental, je pense qu'il est très utile de nous situer dans l'espace. Et nous sommes en réalité dans une situation qui est particulièrement
évidente quand on regarde une carte de l'Union européenne aujourd'hui et quand on fait un peu d'attention à ce qui se passe dans ses frontières. En fait, on se retrouve aujourd'hui face à un continent qui est encerclé par un arc de crise qui va du Sahara occidental, qui traverse le Maghreb, le Moyen-Orient, qui par la suite se retrouve évidemment en Ukraine, en Biélorussie, et qui en réalité se retrouve jusqu'à l'Arctique. Et c'est là aussi qu'il se pose une question fondamentale, c'est qu'il ne peut pas y avoir une entité politique, enfin même penser une entité géopolitique, qui en fait puisse perdurer, continuer à penser son futur, sans avoir la capacité de traiter ces différentes crises qui sont hétérogènes, donc qui ont des causes, des acteurs qui sont parfois totalement différents, pas tout le temps, mais très souvent, sans avoir un discours homogène, sans être capable, au fond, d'avoir une forme de traitement de cet ensemble de crises différentes en bloc. Et comment faire cela ? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train beaucoup d'envisager le développement de ce qu'on appelle géopolitique en européen aujourd'hui par un axe qui est purement horizontal, qui en gros, effectivement, est celui qui se retrouve par la suite dans l'élargissement, et qui, on pourrait dire, commence à Washington, finit à Pékin, avec une étape à Kiev. Cet axe horizontal, évidemment, est un axe dans lequel, et là, je m'autorise, je cite du Pascal Lamy dans le texte, donc je prends le recul nécessaire. C'est un axe, effectivement, auquel on peut se poser la question de la pertinence de l'Union européenne, parce qu'il y a des formats, de l'OTAN, il y a d'autres choses qui font ça peut-être d'une manière plus convaincante. En réalité, cet axe-là, on se rend compte, il a beaucoup de sens quand on pense la rivalité sud-américaine, quand on pense le rapport qu'il faut avoir avec la Russie poutinienne. Il a beaucoup moins de sens quand on essaye de penser les grands défis qui sont ceux de l'Union européenne du futur, l'énergie, la migration, les infrastructures critiques, etc. Où il paraît tout à fait évident que traiter avec l'axe sud-nord est du moins aussi urgent et aussi prioritaire que traiter dans l'axe horizontal. Et c'est donc effectivement avec une forme d'articulation entre ces deux points, en soulignant quand même une chose qui est remarquable, c'est qu'il y a beaucoup de formats et beaucoup d'initiatives qui vont sur l'axe horizontal. Il n'y en a peut-être pas assez, ou en tout cas pas assez centrales, qui investissent en réalité l'axe sud-nord. Alors qu'on peut se poser la question, en tout cas c'est clairement une question qu'on peut se poser en format franco-italien, comme on l'est un peu ici, ou espagnol, franco-espagnol, espagnol-italien, comme on est ici. C'est clair que c'est là qu'il y a quelque chose d'absolument, la vie absolument stratégique. Et je finirai sur un dernier point qui, à mon sens, est peut-être la partie la plus négligée quand on essaie de réfléchir à ce que c'est ce que ça doit être le géopolitique quand on l'envisage aujourd'hui en format européen, c'est qu'on a toujours tendance à penser à la géopolitique comme quelque chose qui concernait l'extérieur du territoire. Alors qu'en réalité, s'il y a une question fondamentale qui est posée par la méthode géopolitique, c'est au fond simplement l'articulation de la puissance du territoire ou des représentations de pouvoir sur un territoire. Et en réalité, il y a une géopolitique interne très évidente, qui est celle du Conseil. Mais en fait, si on fait encore un peu plus attention, il y a une géopolitique interne qui n'est pas tout à fait structurée. Et je reprends pour cela une notion, un concept qui était forgé par Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi, président des socialistes belges, qui parle de croissant fossile. Qu'est-ce que le croissant fossile ? Ce ne sont pas les croissants qu'on trouve à la fin d'un buffet d'une matinée qui a duré un peu trop longtemps. C'est très concrètement cet espace qui est l'espace qui a vu la première vague d'industrialisation, donc en gros Benelux, une partie du Royaume-Uni, et qui se retrouve jusqu'à on pourrait imaginer même partie de l'Allemagne de l'Ouest, dans lequel effectivement on a assisté à une première vague d'industrialisation, donc avec une destruction de paysages, avec un fort développement économique, destruction de certains types de liens sociaux, etc. Et cette première vague d'industrialisation a été suivie, à partir des années 70 et 80, par une deuxième vague de désindustrialisation. Et donc, en fait, on se retrouve avec le pire des deux mondes, parce qu'on a la crise écologique sans avoir la croissance. Et c'est un très bon laboratoire pour essayer de comprendre la phase dans laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi c'est très important, parce que c'est là qu'il y a le bassin électoral de l'extrême droite. En fait, si vous arrivez par magie à enlever les croissants fossiles de l'Europe, vous avez presque, disons, vous avez résolu en bonne partie la question de l'extrême droite. Et c'est là, je pense, qu'il y a une stratégie interne du marché commun. C'est là qu'il y a une stratégie interne de la politique d'industrialisation, de l'industrialisation. C'est là aussi qu'on pourrait imaginer de faire des formats qui sont
assez innovants, assez nouveaux. C'est des territoires qui sont caractérisés par un chômage structurel. On pourrait imaginer effectivement de non pas faire du revenu garanti, mais des emplois garantis de transition. C'est là qu'on aurait besoin d'avoir une pensée stratégique géopolitique interne pour essayer de prendre en compte en fait un des problèmes qui est celui qui structure en réalité notre, je ne dirais pas que la crise politique et démocratique urbaine, peut-être occidentale, c'est au fond l'affaissement des classes moyennes et le risque que cela fait pour la tenue du système en tant que tel. Et c'est là que je crois qu'il y a peut-être aujourd'hui, et je finirai sur ce mot-là, moi je n'ai pas d'acronyme, mais j'ai peut-être une notion que je peux essayer de vous proposer. On peut peut-être essayer d'apprendre d'une partie de la politique de Biden, une partie des Bidenomics, et peut-être ajouter à l'autonomie stratégique l'idée que ce soit utile pour les classes moyennes. Et moi, je plaiderais, je pense qu'on aurait intérêt à structurer le nouveau cycle politique avec l'idée d'une autonomie stratégique pour les classes moyennes. Et j'espère et je crois que c'est dans ce sens-là qu'on pourrait imaginer, envisager un développement dans la nouvelle phase du marché unique. Donc, merci. Donc on avait les MAST, on avait les MAD et maintenant on a les MAM, c'est-à-dire les marchés uniques, pas des mamans, mais des classes moyennes. La parole à vous. Vous pouvez poser vos questions, vos observations, accords ou désaccords. Silence. Pervenche. Ça marche, tout le monde m'entend. Ça y est, ça marche. J'ai une question pour Benoît Cœuré. Évidemment, quand on parle financement au niveau européen d'une politique industrielle, tout le monde pense Union des marchés des capitaux. Or, ça n'a pas été cité. Et en fait, ça renvoie un peu aussi au one-shot qu'il y a eu au moment du Next Generation EU. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on trouve dans le rapport Enrico Letta pour que ce one-shot puisse être reproduit? Et est-ce que ça ne vient pas un tout petit peu en contradiction, ou comment ça se combine avec une petite musique qu'on commence à entendre, à la fois dans les conclusions du Conseil européen, mais aussi dans la note franco-allemande sur l'Union des marchés des capitaux, comme quoi il faut que, en matière de financement des économies, les États membres regardent beaucoup dans leur propre désordre ou dans leur propre blocage. Merci. On prend plusieurs. On va... Laurent. Merci. Moi, je voudrais rajouter un élément à cette discussion qui n'a pas été évoqué dans ce panel, ou peut-être ce sera dans d'autres, mais c'est la dimension juridique du marché unique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, l'Union européenne produit de plus en plus de normes en matière environnementale, en matière numérique, etc., ce qui est une bonne chose. Certaines ont un effet extraterritorial et en tout état de cause, en tout cas, concerne des entreprises mondiales présentes sur le marché unique, mais la dimension d'enforcement, pour prendre un terme anglais, enfin qui fait la force en fait des États-Unis lorsqu'elle applique sa législation, est quand même beaucoup plus faible en Europe, sauf en matière de concurrence. C'est le seul domaine dans lequel la Commission a de vrais pouvoirs et peut interdire des opérations de concentration entre deux entreprises non européennes, comme ça a été le cas à plusieurs reprises. Donc il me semble qu'une réflexion sur l'avenir du marché unique doit comporter cette dimension. Comment renforcer la capacité des institutions européennes à faire appliquer les normes qu'elles édictent, même lorsqu'elles ont un effet extraterritorial. Merci. Alors moi, c'est Jérôme Vignon. J'ai une question pour Gilles Ressani. Ce que vous appelez croissant fossile, si j'ai bien entendu, c'est ce que la Data, dans les années 70, appelait la banane bleue. Et elle désignait exactement ces mêmes régions, mais avec une vision extrêmement positive, puisque pour elle, c'était la source, le cœur du développement européen. D'où ma question, est-ce que ce que vous suggérez, en faisant appel à un marché unique qui s'adresserait aussi aux classes moyennes, c'est une forme d'aménagement du territoire européen, allons-y, puisqu'on parle d'Atar, et
quelle place pour la politique régionale dans cette nouvelle vision du marché intérieur? Benoît, on commence les... Oui, sur la question de Pervenche Berès, bien entendu, l'Union des marchés de capitaux est une brique essentielle. Alors, comme ça a été ça a été abordé par Enrico lui-même, et je me félicite d'ailleurs que je suis complètement d'accord avec ce qu'Enrico a dit au tout début sur le fait que l'Union des marchés de capitaux est une condition nécessaire du succès de la transition climatique. Moi, j'aime bien dire que le C dans UMC ou dans CMU, il devrait être pour climat, pas pour capitaux. Voilà. Et sans union des marchés de capitaux, on fait reposer l'ensemble de la transition climatique sur les finances publiques, ce qui n'est pas réaliste, tout simplement. Voilà, donc c'est une condition nécessaire. On aurait besoin d'un autre séminaire pour lister tous les blocages à l'union des marchés de capitaux qui sont quand même qui ont des racines très profondes dans le droit national, hein, parce qu'on parle de droit civil, on parle de droit des contrats, on parle de collatéral, on parle de choses comme ça qui sont dans du droit national. Hein, donc c'est pas facile. Enfin, voilà, faut pas sous-estimer l'ampleur de la tâche quand on veut harmoniser le droit des faillites, harmoniser le droit du collatéral, etc. Ça va plonger très très loin dans du droit national. Mais bien entendu, c'est au cœur de la discussion. Je voudrais peut-être juste dire un mot en complément sur ce qui a été dit sur les aspects juridiques et notamment les instruments d'enforcement du droit européen. Ça me paraît très très important et je suis complètement d'accord. Alors c'est vrai qu'en concurrence, on a des moyens d'action qui sont, je ne dirais pas qu'ils sont extraterritoriaux, mais enfin la Commission peut effectivement et continue à bloquer des fusions d'entreprises non européennes parce qu'elles ont un impact sur le marché unique. Et la tendance d'ailleurs en concurrence, ça va être de regarder de manière beaucoup plus systématique des acquisitions de petites entreprises par des grandes. On a des nouveaux instruments juridiques pour ça, je ne rentre pas dans le détail ici, qui ne sont pas forcément des killer acquisitions, ce n'est pas forcément fait pour tuer l'innovation, mais c'est fait pour éviter qu'un concurrent ne se développe et ne devienne un concurrent. Et on l'a vu dans la pharmacie, et on commence à le voir dans le numérique. Et peut-être dans l'intelligence artificielle, ça vient aussi. Donc, et pour ça, il faut avoir une appréciation de l'impact futur des opérations sur le marché unique. Et donc, la Commission peut être amenée à interdire des opérations d'entreprises qui, aujourd'hui, n'ont pas d'activité dans l'Union européenne. Voilà, donc ce thème va se renforcer. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'instruments comparables dans d'autres domaines. Et moi, je pense souvent aux épisodes de sanctions financières contre des grandes banques européennes, où les grandes banques européennes venaient se plaindre en disant c'est vraiment injuste, on est sanctionné par le département de la justice de l'État de New York. Elles avaient des activités aux États-Unis. Quand on fait du business aux États-Unis, on respecte le droit américain. Moi, ça ne me choque pas du tout. Pour moi, le sujet, c'est pas d'aider les entreprises européennes à ne pas appliquer le droit américain. Le sujet, c'est que les entreprises américaines appliquent le droit européen lorsqu'elles ont des activités en Europe. C'est ça le sujet. Et les grands règlements numériques vont aider à le faire dans le domaine du numérique. On n'a pas ça dans le domaine de l'application des sanctions financières. Moi, je pense à titre personnel, parce que ça dépasse de très loin la compétence de l'autorité de la concurrence, qu'il faudrait donner au procureur européen une compétence en matière de sanctions des violations des sanctions financières. Et ça rejoint d'ailleurs ce qu'a dit Mme Liesotto sur le lien avec la politique étrangère de l'Union européenne, parce que ça donnerait de la force à la politique étrangère de l'Union européenne. Voilà, donc ça fait partie aussi du chantier. Puisque j'ai le micro, juste une seconde pour dire qu'il me semble qu'à travers plusieurs interventions transparaît un thème qui me paraît très important, qui est que l'intégration du marché unique, ça n'est pas seulement un enjeu économique, c'est un enjeu de défense, ça a été dit, c'est aussi un enjeu démocratique. Et ces règlements numériques, pour moi, sont très importants parce qu'ils montrent que l'Europe veut avoir le contrôle de la manière dont va se structurer le débat démocratique. Et donc, c'est un instrument de survie politique autant qu'un instrument d'efficacité économique. Hein, et donc, on cherche à avoir le must, cher Nicole, parce qu'on veut éviter le musk. Je voulais juste répondre à Laurent Cohen-Tanucci, non pas sur les sanctions juridiques, mais sur un instrument que l'on a pour que notre marché ait une influence géopolitique réelle, c'est l'instrument des accords commerciaux. On a dans les accords commerciaux plein de clauses de conditionnalité. Il y en a une qui est traditionnelle, c'est le respect des droits de l'homme.
On a ajouté en 2015, moi je me souviens, j'étais du côté du Conseil de l'Union à cette époque, on a ajouté une clause de conditionnalité dans la lutte antiterroriste. C'est-à-dire on ne faisait pas d'accords commerciaux avec des États s'ils étaient de notoriété publique en train de soutenir le terrorisme. Or, à ma connaissance, ces clauses de conditionnalité, qui sont un instrument important pour que le marché ait une influence géopolitique, ne sont jamais mises en œuvre. Jamais. Sinon, on ne ferait pas d'accord avec le Congo, avec l'Irak, avec qui sais-je. Bon. Et donc ça, c'est un instrument que l'on possède, les clauses de conditionnalité, et qu'on ne met pas en œuvre. Je trouve qu'il y a quand même là quelque chose. Si on veut vraiment que notre marché unique, notre must devienne effectivement stratégique, il faut utiliser ces clauses de conditionnalité et véritablement menacer ces pays, notamment quand ils supportent le terrorisme, de rupture du contrat s'ils sont pris la main dans le sac. Deuxième point que je voulais dire, en commentant ce que vous avez dit sur la géopolitique interne, si on est sérieux effectivement sur le rôle géopolitique de notre marché, et en particulier sur son rôle géopolitique interne pour défendre la démocratie, alors, je suis désolé de redire ceci que je dis depuis très longtemps, alors il faut qu'il y ait un mouvement. Le Parlement européen l'a fait, le Parlement a fait un rapport en juillet 2023 pour demander que la Hongrie ne soit pas en présidence de l'Union européenne au 1er juillet 2024. Ça n'a aucun sens que l'Union européenne soit présidée par un pays qui ne foule qui ne respecte pas l'état de droit, qui est sous article 7, c'est-à-dire sous une procédure de condamnation par les institutions européennes, et qu'on trouve ça absolument normal. Je trouve que là, véritablement, il y a une responsabilité. Enrico, je sais que vous allez rendre votre rapport au mois de mars et que ce n'est pas le lieu peut-être pour le faire, mais je trouve que si on est sérieux sur un marché unique stratégique, c'est un must. À ce moment-là, on ne peut pas le faire présider par un pays qui ne respecte pas l'état de droit. Ça n'est pas sérieux. Gilles ? Juste un mot, effectivement, la banane bleue, puisqu'on parle de concepts qui sont entre le surréalisme et la géographie d'un temps, effectivement, il y a une différence fondamentale, disons, entre la partie territoriale, l'espace que j'ai essayé de décrire et la banane bleue, c'est que la banane bleue, en réalité, concerne aussi des espaces qui sont très intégrés, très développés. Vous avez l'Interland de Milan, etc. Donc, en fait, il y a aujourd'hui une fracture territoriale très forte. Et moi, je dirais qu'en réalité, on gagnerait absolument à penser une data européenne. Je crois qu'on est peut-être dans un moment, dans une phase politique où on pourrait mettre ça en avant. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a une fracture territoriale à l'échelle continentale qui est de plus en plus simple à lire. C'est des espaces très intégrés autour de grandes villes, mais en réalité, ça produit à peu près toujours le même type de sociologie électorale, un type de résultat. Si vous regardez en fait le maire, vous avez parlé de l'Hongrie, le maire de Budapest, en réalité, pourrait être conseiller de Anne Hidalgo, et Anne Hidalgo pourrait être une conseillère du maire de Budapest. C'est des choses... Non, mais voilà. Donc, en fait, c'est quand même assez étonnant quand on parle... et de l'autre côté, en réalité, on se retrouve avec une fracture territoriale qui est comparable. Et c'est là que je crois qu'il y a aujourd'hui un problème, c'est qu'on doit avoir des instruments communs, et le marché unique là-dessus peut jouer un rôle fondamental, face à des problèmes communs. On va prendre les deux dernières questions. Vite. Une. Et une deuxième derrière.